Bon, faut croire que ça vous intéresse. Salut Metiyoshi, c'est Denis Roro. Bienvenue sur l'épisode 2 du journal de bord pour le développement de Racing Life. Voilà le sommaire d'aujourd'hui. Je vais parler principalement de ce qui s'est passé depuis la sortie de la version Alpha 0.0.3 jusqu'à la sortie de la version Alpha 0.0.4. Si une partie vous intéresse particulièrement, il y a les chapitres YouTube sur cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, merci infiniment pour l'accueil royal que vous avez réservé à cette nouvelle série. Je m'attendais vraiment pas à ce que le sujet intéresse autant de gens, surtout vu la durée de la vidéo, et je suis vraiment ravi de voir que l'idée générale du jeu vous plaît. Et pour ceux qui ont loupé la vidéo en question, Racing Life, c'est le jeu que je développe avec Zukarimoto, un ami de longue date. Dans ce jeu, le joueur traverse les décennies au fur et à mesure que l'on progresse dans la carrière du jeu, et chaque décennie sera une sorte de chapitre avec un monde ouvert qui évolue, ainsi que les voitures, les musiques, etc. Pour plus de détails sur le début de l'histoire de ce développement pour le moins chaotique, je vous invite fortement à jeter un œil au premier épisode. Je vais répondre à certains commentaires de la vidéo précédente, même si j'y ai déjà répondu dans l'espace commentaires. Je me suis dit que c'était important de préciser quelques petites infos en vidéo. Déjà, merci à ceux qui ont proposé leur aide sur différents éléments du jeu. Pour le moment, on ne recherche personne pour nous aider vu le stade actuel du développement, mais je ne ferme pas totalement la porte, donc au cas où, n'hésitez pas à rejoindre le Discord officiel de la chaîne YouTube. Pas d'inquiétude, c'est rempli de gens normaux. Certains s'inquiètent de l'ambition voire trop élevé du projet. Dès le premier jour, j'ai su que ça allait être très ambitieux, parce que je suis quelqu'un d'assez réaliste, lucide, objectif. Bref, j'avais conscience que ça ne se ferait pas du tout en 2 jours, mais ne vous inquiétez pas, le temps perdu pour la conduite m'a largement permis de réfléchir à comment filouter sur certains éléments du jeu, pour ne pas rendre le développement impossible. Je pense notamment à la manière dont la map se transformera de décennie en décennie. Spoiler alerte, tout ne changera pas. Et l'avantage de ce concept, c'est que, techniquement, si on développe qu'une seule décennie, ça suffit déjà pour en faire un jeu de course basique. Le but, c'est évidemment d'arriver à l'époque actuelle, mais si on en a marre, on peut aussi se limiter à 3-4 décennies seulement. J'ai eu aussi des questions sur l'open source. J'avais pensé à cette idée lorsque je recherchais des développeurs, mais j'ai trouvé ça un peu dommage de laisser les autres faire le jeu de mes rêves, pendant que moi à côté, je fous quasiment rien. J'avais peur de perdre le contrôle du projet, en quelque sorte. Je voulais absolument que le jeu suive ma vision, évidemment en ajoutant quelques bonnes idées venant de la communauté, et depuis que j'ai commencé à réellement développer le jeu moi-même au lieu d'attendre que les autres le fassent, j'ai retrouvé du plaisir à faire de la programmation, et j'adore apprendre de nouvelles choses, à mon niveau, mais surtout à mon rythme, qui est aussi lent qu'une Ford T. Oups, j'ai spoilé un truc. J'ai pas mal de joueurs qui ont demandé une version Linux, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que Linux est assez répandu parmi les développeurs. Le souci c'est que je n'ai aucun appareil sur lequel je peux expérimenter avec Linux, et on va éviter de sortir un truc sans tester le jeu, on s'appelle pas waouh, il y a tellement d'exemples possibles, je vous laisse remplir la fin de cette phrase à ma place. Si jamais vous avez d'autres questions ou suggestions, après avoir regardé la vidéo MDR, n'hésitez pas à commenter, c'est gratuit, YouTube aime bien ça, et moi aussi au passage. Et également, merci à ceux qui ont testé l'Alpha 0.0.3, en espérant que le jeu vous plaise même dans son état actuel. Justement, en parlant de l'Alpha 0.0.3, la dernière fois on s'était arrêté au moment où j'ai sorti la version. J'ai évidemment partagé le jeu sur quelques serveurs Discord, pour essayer d'avoir le plus de retours possible. Et ça a marché, bon, on parle de quoi 1000 téléchargements? C'est moins. Bon, alors, 500. C'est moins. 100. C'est moins. 50. C'est moins. 15. Oui, en un mois, j'ai eu 15 téléchargements sur la page itch.io. Alors ça peut être décevant vu comme ça, mais c'était déjà suffisant pour avoir quelques retours et des suggestions. Bon, et puis c'est toujours plus que le nombre de vues sur ma série Genshin. Bon, par contre, il y a un truc que je n'aurais pas pu prédire parmi les retours des joueurs. Quelqu'un a fait une vidéo de test de Racing Life sur YouTube. Waouh, magnifique. Franchement, c'était la surprise, Sur un si petit projet, un gars a vraiment pris le temps de télécharger le jeu
et ensuite y jouer, et tout ça en commentant et en donnant des suggestions. Hi Michael, I'm doing a quick impromptu, unedited game dev feedback. Bon, le premier sentiment, c'est que ça fait bizarre de voir le jeu tourner sur un autre PC que le mien. Ça paraît anodin, hein, mais ça peut permettre de détecter certains soucis comme... The game we're playing is Racing Life. I'm risking my life. Évidemment, pour ceux qui ont testé, vous aviez probablement eu ce message aussi, hein. C'est, je pense, très probablement dû au fait que l'on ne soit pas approuvé par Microsoft en tant que logiciel de confiance. Va falloir que j'y jette un œil à l'avenir, hein. Si vous avez des conseils, je suis pour. This does not have joystick controls. I have my little joystick here just in case. En tant que joueur clavier, j'ai pas forcément pensé aux joueurs manette pour l'instant. J'ai oublié que le premier réflexe des joueurs, c'est de prendre de la manette pour jouer. Ah ouais, c'est con, mais voilà. Comme les touches peuvent encore pas mal changer, encore dans le développement du jeu, je repousserai ça à plus tard. Pour l'instant, ça joue que au clavier. Okay, loud. Pardon pour la perte d'audition, ça ferait un truc à corriger pour la 0.0.4. Okay, we don't have any sound effects for the collision. T'inquiète, ça arrive. Is that the acceleration feels a little stiff. It just feels a little slow right now. Alors c'est en effet un Dacia Duster et pas une Ferrari. Comme dit précédemment, hein, je cherche à mélanger les vrais stats des voitures avec un ressenti exagéré sur la maniabilité. D'ailleurs, dommage, il a carrément loupé le menu de personnalisation des statistiques de la voiture, hein, ça lui aurait permis de tester la physique un peu plus en profondeur. Mais j'ai l'impression que ce fameux menu est trop discret et que les gens ne regardent pas forcément toutes les commandes du jeu avant de tester la Dacia. I'm just following these arrows. Yes, je suis pas trop merdique en level design, c'est rassurant. Like, I know this is a realistic acceleration curve because I'm looking at the numbers. You know, going 0 to 60 is a difficult thing for a car. So I know that this is sort of based on reality. But it's just my gut reaction when I pick this up is that this is a sluggish vehicle. Encore une fois, forcément, le Duster n'est pas une Formule 1, mais ça m'a donné une idée pour contourner le problème pour l'Alpha 0.0.4. Visiblement, l'impression de vitesse est clairement un point à améliorer. Hein. But this is really the physics engine here is very impressive and getting physics this well done is very difficult. I've worked with some physics engines and worked on some stuff, and to get a car working this well is very difficult. So congratulations on solving a very difficult coding problem. Victoire. C'est bon, je peux mourir tranquille. À plus. And, you know, don't just focus on the physics of the game. You want to think about characters, you want to think about story, you want to think about just more kind of the context of everything. Bah le souci, c'est que j'y ai pensé un peu trop, au lieu de me concentrer sur les physiques de conduite. Et très clairement, vaut mieux que je me concentre à implémenter les mécaniques de jeu avant de réfléchir précisément au potentiel scénario du jeu. Par contre, pour la boucle de gameplay, c'est-à-dire une certaine routine que l'on va faire pratiquer aux joueurs tout au long du jeu, c'est très important de la définir assez tôt dans le développement puisque la progression tournera forcément autour de ça. J'ai une idée désormais bien fixe dans ma tête, mais comme beaucoup d'éléments du jeu, je vous en parlerai au détail au moment venu. Pour résumer, Michael n'a pas détesté la conduite, et c'est le point le plus rassurant. Évidemment, comme beaucoup d'autres testeurs de Racing Life, il y a eu beaucoup de suggestions sur la conduite, mais ce sont plutôt des ajustements effectués plutôt que de vrais gros problèmes. Pour résumer, youpi, le développement de la nouvelle version pourra se concentrer sur autre chose que la conduite. Et il était temps, hein. Un peu après la sortie, j'ai réalisé un trailer qui montre rapidement les nouveautés de la version, et une vidéo un peu plus longue qui explique en détail les changements. Forcément, pour toucher un public plus large, j'ai fait la vidéo en anglais. Et putain, j'ai beau être bon en compréhension de l'anglais, et même pour écrire en anglais, je me débrouille, hein. Mais alors, pour parler la langue, je vous laisse juger, hein. Don't hesitate to experiment by yourself with this... Bref, un enfer à tourner avec mon frère qui se fendait la poire derrière en se foutant de la gueule de mon accent. Et désormais, mettons enfin la main à la pâte pour commencer le développement de l'Alpha 0.0.4. Avant de commencer une nouvelle version, comme la précédente avait pris 3 ans et demi à faire, il y avait forcément des vieux fichiers qui n'étaient plus utilisés. Donc j'ai supprimé ce qui était obsolète, et j'ai renommé les dossiers pour une meilleure organisation dans le projet Unity. Et forcément, ça a provoqué un petit souci concernant les polices d'écriture qui n'étaient juste
plus du tout reconnu par les UI du jeu. Ah forcément, hein, quand on renomme un dossier, tous les éléments d'Unity ne se réadaptent pas toujours au nouveau nom et vont essayer de chercher dans un dossier avec un nom qui, pour le coup, n'existe plus. Hein. Et pour tout réparer, ça m'a pris 3 jours. Bah putain, ça annonce du lourd. Hein. Bref, maintenant que les fichiers sont bien rangés, je vais enfin pouvoir ajouter des trucs au jeu. L'objectif de cette alpha 0.0.4, c'est de transformer ce prototype de jeu de conduite en prototype de jeu de course. Pour ça, il faut que j'implémente un mode contre-la-montre, et donc la possibilité de switcher entre mode course et mode libre. Je voulais aussi implémenter une deuxième voiture, venant des années 1910, pour donner un avant-goût de la performance des voitures de l'époque. Et en plus de ça, je voulais essayer d'implémenter un système de dégâts sur la voiture, ça ajouterait un peu de piquant dans les courses. Et à vrai dire, on va commencer par ce système de dégâts justement, puisque c'est la première fonctionnalité que j'ai codée. Dans les jeux de course, les dégâts, c'est assez sympa. Les accidents font partie intégrante de la course automobile, ça permet aussi de punir les joueurs qui aiment trop souvent câliner les murs, et ça ajoute une petite paillette dans la vie de Kevin, 8 ans, qui aime voir sa supercar partir en lambeaux après avoir percuté un arbre à 300 km/h. Les dégâts prennent plusieurs formes en fonction des besoins du jeu, mais aussi de la technologie qui est à disposition. Pour beaucoup de jeux arcade, ça s'arrête à des rayures, de légères bosses sur la carrosserie, pourquoi pas un aileron ou un pare-choc qui se détache lorsque les développeurs sont courageux. C'est d'ailleurs souvent à cause de problèmes de licence que les dégâts visuels sont souvent très superficiels, comme dans Forza ou Gran Turismo. Certaines marques, suivez mon regard, n'apprécient pas voir leur voiture cabossée alors que les accidents sont pourtant une partie intégrante de la course automobile. Et ça permet aussi d'admirer les architectures mécaniques lorsque certaines pièces se détachent. Et même si d'autres marques sont probablement ok pour montrer leur voiture dénudée de leur carrosserie, ça provoquerait une inconsistance entre les voitures du jeu. On a d'autres jeux qui ont des dégâts physiques mais aussi mécaniques. C'est tout con, hein, mais dans les Need for Speed de ces 10 dernières années au moins, la voiture a une barre de vie qui descend à force de se faire taper par les méchants policiers américains. Ce sont des dégâts mécaniques très basiques certes, hein, ça s'arrête juste à un peu de fumée et de la perte de puissance moteur à la rigueur. Les pneus crevés en passant sur une herse, ça passe aussi dans cette catégorie. Hein. Quand sa barre de vie atteint 0, le joueur échoue et doit recommencer la course ou son trajet, parfois avec une pénalité. D'autres jeux ont des dégâts mécaniques plus avancés, comme par exemple Race Driver Grid ou Wreckfest, où par exemple le fait de taper la voiture à un endroit différent peut influer de différentes manières sur la conduite. Par exemple, une direction qui tire à gauche même quand on lâche le volant, ou un certain rapport de vitesse qui ne passe plus. Et puis on a des jeux, enfin un jeu en particulier, dont les dégâts sont une partie intégrante, c'est même la définition que les gens donnent à ce jeu. Bien évidemment, il s'agit de BeamNG Drive et accessoirement de son prédécesseur Rings of Roads. Les dégâts sont très proches de la réalité, absolument tout est simulé avec de la physique, même le niveau d'huile, et à part certaines textures, rien n'est précalculé. Genre quand je fais un RP, Germaine fait ses courses en Twingo. Si je tape légèrement un trottoir, la voiture risque de se comporter moins bien. Même un choc subtil peut drastiquement changer le comportement de la voiture. C'est ce qu'on appelle du soft body, ou corps mou en français. Oui, c'est très moche. Ça permet donc des déformations réalistes, mais ça demande un ordinateur très puissant pour correctement faire tourner le jeu, c'est-à-dire avec plus de 2 voitures qui roulent à la fois. Concernant Racing Life, ça sera un jeu avec un ton relativement sérieux, mais avec un gameplay clairement arcade. Pour les dégâts dans RL, il faut quelque chose d'assez visuel, mais relativement simplifié. La voiture a une barre de vie qui correspond à son poids. Plus une voiture est lourde, plus elle peut encaisser de choc. Mais par contre, elle sera plus lente, car elle prend moins bien les virages et freine beaucoup moins bien. Une barre de vie limitée permet de piloter des courses, surtout les courses d'endurance. Ça ajoute du challenge aux joueurs, mais ça ouvre aussi d'autres possibilités de stratégie de gameplay selon le véhicule choisi. On peut par exemple prendre une voiture très lourde par rapport au reste et infliger des dégâts aux pauvres adversaires qui se trouvent sur le chemin. Ou bien avoir une voiture légère, rapide, mais moins permissive en cas d'erreur de pilotage ou d'accident. Cette barre de vie, elle est en réalité très facile à implémenter. Dès que la voiture se cogne contre un truc, Unity enregistre déjà la force de l'accident, parmi d'autres valeurs. Il faut juste mettre une UI représentant une barre de vie, en la faisant changer de couleur. Verte au-dessus de 50% de vie, jaune entre 25 et 50%, et rouge en dessous de 25%. Dans le code, on a une variable pour la vie maximale, et une variable pour la vie restante. Attention à bien faire en sorte que la vie restante reste bien entre 0 et la vie maximum. Et enfin, il suffit juste de remonter les valeurs dans la barre de vie qui s'affiche en direct. À chaque accident, on retire la force de l'accident, multipliée par un coefficient, qui peut changer en fonction des besoins du jeu pour que la voiture se détruise plus ou moins vite. J'en ai profité pour ajouter un son de collision qui manquait cruellement dans la précédente version.
J'ai aussi refait le collider du Dacia Duster, ou la Hitbox, pour ceux qui préfèrent appeler ça ainsi. Les physiques d'Unity et d'autres jeux, même dans BeamNG, utilisent des modèles 3D beaucoup plus simples pour calculer des collisions. Chaque polygone de plus est une phase supplémentaire à calculer par les physiques du jeu. On ne peut donc pas juste reprendre le modèle 3D complet du Duster tel quel. Il faut en faire une version la plus simplifiée possible qui suit à peu près les formes générales de la voiture. Surtout pour Racing Life, il est inutile d'avoir des colliders trop détaillés, ça fera juste chauffer l'ordi pour rien. Le nouveau collider du Duster que j'ai fait comporte 2 fois moins de polygones que l'ancien collider utilisé dans la 003. Donc grossièrement, 50% d'optimisation pour avoir des collisions quasi identiques. Le processeur de votre ordi vous remerciera. Ce collider a été ensuite coupé en 6 parties qui représentent les 6 phases de la voiture. Devant, derrière, gauche, droite, dessus et dessous. Dans Unity, ça me permet de mieux savoir quelle partie de la voiture a été touchée lors d'un accident et savoir si les dégâts visuels seront à appliquer au capot, au coffre ou à la porte gauche de la voiture par exemple. Parlons justement des dégâts visuels qui sont précalculés parce que c'est plus simple à faire. Le principe de mes dégâts visuels est vraiment facile à comprendre. Quand une voiture se prend assez de chocs sur la même zone, le jeu remplace les pièces correspondantes par des modèles 3D cabossés ou des pièces séparées qui tombent de la voiture. Certains jeux déforment en direct les modèles 3D mais je sais pas le faire. Malgré tout, mon implémentation permet d'optimiser le jeu car tout est déjà précalculé. La détection de la zone endommagée, ça a pas été trop difficile à implémenter, mais par contre ça a causé un gros problème d'optimisation décidément. En effet, mettre 6 parties de collider sur la voiture, ça revient à calculer la physique sur 6 colliders différents en permanence. Et ça, Unity n'aime pas. La solution est simple, il faut mettre un collider complet toujours actif sur la voiture, et lors d'un accident, on prend le point de collision, et on cherche quelle zone est la plus proche de ce point, en activant et désactivant chaque partie de collider une par une. Unity peut calculer la distance entre le point de collision et le point le plus proche de chaque collider. Il reste plus qu'à identifier quelle pièce est la plus proche et l'enregistrer pour y appliquer les dégâts. Pour le changement de modèle 3D par un autre, il s'agit d'une formalité en termes de programmation. Et pour la modélisation 3D, vous vous souvenez lors du dernier épisode quand je vous disais que j'avais modélisé des détails supplémentaires par rapport au vieux modèle 3D du Duster? Eh bien, j'ai déjà prévu que les pièces de la carrosserie puissent se détacher. Et oui, je m'étais avancé sur le côté modélisation car je savais que cette version serait celle qui y ajouterait les dégâts. Pour cette version, il fallait juste que je sépare les pièces détachables dans leur propre modèle 3D, mais aussi remodéliser ces mêmes pièces en version déformée. En réalité, j'ai utilisé 2-3 outils inclus dans Blender qui permettent de déformer facilement un modèle 3D. Seule la coque de la voiture ne peut pas se déformer, même si ça ne serait pas trop difficile de le faire. J'ai juste à dire au jeu quel modèle 3D afficher à quel niveau de dégâts, sachant que chaque zone de dégâts a sa propre barre de vie et a un coefficient multiplicateur de dégâts. Ce coef est un détail utile pour 2 raisons. Déjà quand on atterrit après un saut, ou quand on prend une bosse sur le circuit off-road, le dessus de la voiture touchera un peu le sol, donc pour toutes les voitures, les dégâts seront multipliés par un coef de 0 pour éviter les dégâts par-dessous la voiture. Le coef permet aussi d'avoir des zones plus fragiles que d'autres sur la voiture. Par exemple, l'avant du Duster abrite le moteur et donc sera plus fragile que l'arrière. Autre situation, si une voiture fait des tonneaux et prend des dégâts sur le toit, s'il s'agit d'un cabriolet avec un toit en tissu, les dégâts seront beaucoup plus forts que pour une voiture avec un toit rigide ou avec un arceau de sécurité. Contrairement à la plupart des autres stades, j'ai décidé que les coefficients de dégâts pour chaque zone seront choisis manuellement selon la voiture. Dernier petit détail concernant les pièces détachables, lorsque le système de dégâts active une pièce détachable, ça fait apparaître la pièce avec sa propre physique. Après quelques secondes, cette pièce disparaît toute seule pour éviter d'avoir trop d'objets dans la scène. Et voilà ce que ça donne. Je suis personnellement content du résultat, c'est conforme à ce que j'attendais d'un simple système de dégâts. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. Jusque-là, Racing Life n'était qu'un prototype pour tester les physiques de conduite sans objectif ni activité. Pour en faire un jeu de course, il faut implémenter différents modes de jeu et le plus simple c'est de commencer par un mode course-la-montre. En effet, c'est un mode assez simple qui permet tout de même d'implémenter les bases pour pouvoir faire de vraies courses plus tard. Dans tous les jeux de course, que ce soit un trajet d'un point A à un point B ou bien un circuit fermé, vous passez par des points de contrôle, ou des checkpoints si vous préférez parler l'anglish. Parfois ils sont clairement visibles, notamment sur les jeux typés arcade, mais parfois ils sont aussi invisibles et vous en passez sans même vous en rendre compte. Alors pourquoi des checkpoints ? C'est tout con, mais admettons que l'on ait un circuit, mais que le développeur ait accidentellement laissé un raccourci. Le joueur pourrait prendre ce raccourci et finir le circuit beaucoup plus vite que prévu. Ou même pire, n'avoir qu'une ligne de départ sur le circuit
et dans ce cas, on pourrait juste passer la ligne en boucle en tournant en rond pour finir la course. Un vrai cauchemar. Le principe des checkpoints est tout simple. Encore une fois, on utilise la physique d'Unity, il suffit de placer un collider, un box collider suffit largement pour un checkpoint, et on le met en mode trigger ou mode détection pour les anglophobes. Ce mode détection transforme cette boîte de collision en boîte de détection, que l'on peut donc traverser. Dès qu'un rigid body, autrement dit un objet avec de la physique, rentre dans la zone du checkpoint, le collider envoie un message à Unity Hey, y a un truc qui m'a touché, je te donne toutes les infos du collider concerné. On peut se servir de ces messages dans les scripts, ici on utilisera onTriggerEnter qui est déclenché une fois qu'un objet rentre dans le trigger. Il faut aussi s'assurer que l'objet qui est entré est bien une voiture faisant partie de la course, et pas une voiture de trafic ou un autre objet percuté par exemple. Ensuite, on fait en sorte d'avoir un suivi de quel checkpoint la voiture doit atteindre. Personnellement, j'utilise le nom du GameObject pour définir une sorte de numéro de série sur chaque checkpoint. Par exemple, pour la voiture du joueur, si le prochain checkpoint est le numéro 5 sur la map, alors seulement ce checkpoint avec ce nom spécifique pourra valider la progression sur le circuit. Alors pourquoi faire compliqué alors que j'aurais pu faire beaucoup plus simple? Genre en activant le prochain checkpoint et en désactivant le checkpoint actuel. Eh bien, même si ça ne fait pas totalement sens sur la dev map, ça prendra beaucoup plus d'importance sur le monde ouvert. On peut supposer qu'il y aura au moins un checkpoint à chaque intersection de la carte, et quelques checkpoints entre deux intersections qui feront office de possibles lignes de départ. On n'aura plus qu'à choisir les itinéraires, ou plutôt dire au jeu par quelles intersections les tracés passeront. Je ne peux pas me permettre de désactiver les checkpoints qui ne doivent pas encore être atteints, parce que j'essaie déjà d'anticiper le jour où il y aura des adversaires sur le tracé. Et oui, pour eux aussi il faudra garder un suivi du nombre de checkpoints atteints. Vous l'aurez compris, il s'agit globalement d'un petit casse-tête plutôt qu'un défi de codage de physique. C'est juste de la logique, mais évidemment faut prévoir quelques cas particuliers. Par exemple, lorsque je mets 0 tours, le jeu comprend totalement qu'il s'agit d'une course d'un point A à un point B, et non plus d'un circuit fermé. L'exemple typique, c'est le parcours sur la dev map. Si j'avais mis un tour, il aurait fallu refaire le chemin inverse du dernier checkpoint jusqu'au premier checkpoint. Pas très intéressant, mais surtout impossible puisque j'ai conçu le tracé dans un sens unique. Pour résumer très simplement comment le suivi des checkpoints fonctionne, le joueur commence au tour 0, passe par le checkpoint de la ligne de départ, ce qu'il met au tour 1, avec pour nouvel objectif d'atteindre le premier checkpoint de la liste, par exemple le numéro 13. Une fois le checkpoint 13 atteint, on enregistre que la voiture du joueur a atteint un checkpoint, et on va rechercher ce à quoi correspond le deuxième checkpoint de la liste, etc., jusqu'à la ligne de départ. Et rebelote jusqu'au moment où le nombre de tours requis a été atteint. Pour le fichier de course, rien de plus simple, c'est un regroupement de variables, similaire au système que j'utilise pour les stats des voitures du jeu. Comme d'habitude, j'essaie de coder de manière à ce que ça soit facile à éditer pour créer une nouvelle course. Il suffit littéralement de faire la liste des checkpoints à atteindre, le nombre de tours, et éventuellement dire quel objet doit apparaître lorsque la course est lancée. Lorsque le jeu est lancé en mode libre, il n'y a pas de fichier de course actif. Quand on sélectionne une course, la scène recharge, mais cette fois avec le fichier de la course choisi. Le jeu réagit donc en conséquence. Je sais pas si c'est le moyen le plus élégant de le faire, mais au moins, ça marche pour le moment. En course, il est quand même utile d'avoir quelques infos, dont le chrono ou le nombre de tours à effectuer par exemple. C'est un exercice assez simple, ça fonctionne vraiment bien parce qu'il faut juste reporter les variables dans le menu au bon endroit. Il y a juste un élément qui s'est avéré un peu plus coriace que prévu, c'est le formatage des chronos. Bon, je m'explique. Les chronos sont enregistrés en nombre de secondes, dans une variable float. Mais évidemment, dire au joueur que son meilleur temps au tour est de 203 secondes, c'est pas très parlant. Il faut donc transformer ça en nombre de minutes, secondes et millisecondes. Je pense pas qu'Unity ait de fonctionnalité pour faire ça de manière automatique. Il faut donc, dans ce cas, faire la conversion manuellement via du code. Mais il faut s'assurer que l'on ait bien 2 chiffres pour les minutes et les secondes, et 3 chiffres pour les millisecondes. Il a fallu que je limite manuellement les chiffres affichés, par exemple pour que le jeu n'affiche pas 37,3555555 secondes au lieu de 37,656 secondes, ou bien dans l'autre sens, pour éviter que le jeu affiche 1 minute 3, on fait en sorte qu'il affiche 1 minute 0,3. Et voilà, en un mois seulement, j'ai réussi à implémenter le premier vrai mode de jeu pour Racing Life, et pour une fois j'ai réussi à tout faire tout seul comme un grand. Bon, mis à part quelques recherches Google, mais tous les développeurs vont voir les docs pour se mettre une piqûre de rappel, donc ça compte pas, Implémenter un mode contre la montre s'est avéré être beaucoup plus facile que la conduite, j'ai été le premier surpris. D'autant plus que ce mois de développement inclut aussi le fait que j'ai un boulot à temps plein à côté qui me prend du temps.
Évidemment, je pouvais pas sortir le mode de jeu dans cet état, hein. C'est qu'une base qui est restée remplie de bugs, ce qui peut arriver lorsqu'on développe un élément qui repose sur de la pure logique comme pour les checkpoints. Genre j'avais un bug où certains checkpoints ne s'activaient tout simplement pas, ou s'activaient 2 ou 3 fois d'un coup en les passant. Et c'était vraiment aléatoire en plus, hein. Et j'ai fait une erreur de débutant, hein. Bon, parce que j'en suis un, faut pas l'oublier. Les physiques sont calculées dans une boucle nommée Fixed Update, qui pour mon jeu est 100 fois par seconde pour éviter les problèmes de physique à très haute vitesse. Sauf que mes checkpoints faisaient tourner leur code sur la boucle Update, qui agit une fois par image. Si le jeu tourne à 60 fps par exemple, Update s'exécutera 60 fois. Ces deux boucles tournent donc à des régimes différents, et en réalité, c'est assez rare d'avoir les deux boucles exécutées en même temps. Comme la détection des checkpoints fonctionne principalement avec la physique du jeu, il vaut mieux faire tourner ça avec Fixed Update. Une fois les gros bugs corrigés, j'ai fait une phase de polissage en ajoutant un décompte avant la course, avec une petite animation caméra des familles. J'ai aussi ajouté l'écran de fin de course, qui change selon le temps effectué, ou bien lorsque la voiture est détruite. Par contre, j'ai été obligé de suivre un tuto sur YouTube pour ajouter un système de sauvegarde. Je voulais en effet garder le meilleur temps en mémoire, et honnêtement j'ai bien fait de suivre le tuto, car j'aurais jamais trouvé la solution moi-même. J'en ai profité pour également enregistrer la couleur choisie pour la voiture. Il faut que j'essaie de maîtriser cet élément du jeu pour pouvoir essayer d'ajouter de nouvelles choses à sauvegarder, mais aussi pour plus facilement corriger les bugs. Pour ceux qui ont la mémoire courte, j'avais dit que je voulais mettre une deuxième voiture dans le jeu, mais pour ça, il faut un moyen de choisir quelle voiture on veut conduire, et donc que le jeu s'adapte correctement à ce choix. Il faut corriger pas mal de trucs dans la logique du code, car le jeu était conçu pour fonctionner uniquement avec le Duster jusque-là. J'ai pas mal hésité entre deux solutions pour implémenter la sélection de voitures. Je pouvais faire une UI toute simple, basique, qui liste les voitures que l'on peut prendre. Ou bien implémenter un système qui sera similaire au jeu final, c'est-à-dire une sélection à la Test Drive Unlimited, dans un environnement 3D où l'on peut admirer les voitures sous plusieurs angles. Bon, vous l'aurez peut-être deviné, j'ai fait le deuxième choix. D'abord parce que j'avais déjà un modèle 3D de garage utilisable depuis quelques années. Ce garage est inspiré d'une photo d'époque, trouvée sur internet avec un plateau tournant central. Il avait fallu que j'imagine le reste du garage avec cette photo uniquement. J'ai aussi fait le choix du menu garage, car ça permettra déjà aux joueurs de s'habituer à cette façon de choisir les voitures. En réalité, comme je le disais, je bosse sur une scène garage depuis quasiment les débuts de RL. J'avais déjà montré les rendus de l'ancien modèle 3D du garage, et sur le nouveau garage, j'avais déjà codé tout seul un FPS controller, autrement dit un code pour se déplacer en vue première personne. Mais ce FPS controller n'avait pas été touché depuis quelques temps, et j'avais fait le code avec mes connaissances de l'époque. Pas génial donc. Du coup j'ai refait le script, et c'était d'une facilité déconcertante. Non, franchement, je m'attendais à devoir encore regarder un tuto, et sur ce genre d'éléments de gameplay, ça ne manque pas. Mais au final, comme j'ai désormais acquis pas mal d'expérience en physique sur Unity, ça s'est fait quasiment sans réfléchir. Une fois que le contrôleur est fait, il suffit de faire apparaître les voitures au bon endroit au lancement de la scène garage, qui d'ailleurs est une scène séparée de la devmap. Il faut donc réussir à garder quelques infos quand on passe du garage à la devmap, du genre, quelle voiture on a choisi. Il y a eu du travail sur de l'UI également, pour afficher les infos de la voiture et ses stats principales. Je sais pas à quel point cette UI changera au cours du développement, mais le fonctionnement est là, c'est le principal. Et voilà, on a désormais la possibilité de changer de voiture après plus de 5 ans de développement. Mais faut une deuxième voiture, non ? Parce que c'est beau d'avoir une voiture de test toute moche, mais ça serait sympa d'avoir une vraie voiture quand même. Pour ceux qui suivent le projet depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'avais déjà modélisé 9 voitures pour la décennie 1910. C'était globalement les 9 voitures qui dataient d'avant 1920 sur le site The Blueprints. Ils en ont rajouté plein d'autres depuis, donc j'aurai plus de choix pour modéliser d'autres voitures. Bon, le problème, c'est qu'il y a déjà une grosse différence d'expérience en modélisation entre le modèle que j'ai fait en premier et le dernier modèle. Et en plus, j'ai rechangé de style avec les textures pixelisées. Avant, je modélisais tout, y compris les logos, au lieu d'avoir une simple texture. Ce qui fait que ces modèles étaient souvent peu détaillés visuellement, mais aussi très peu optimisés. Par exemple, ce logo Bugatti pourrait juste tenir dans une texture 2D, appliquée sur un rectangle en 3D par-dessus le réservoir, ou même directement sur le modèle du réservoir. Mais dans mon ancien style, comme je ne savais pas faire de texture correcte, j'ai préféré utiliser plein de matériels pour pas grand-chose. J'ai donc décidé de remasteriser, en quelque sorte, l'un de mes anciens modèles 3D pour la première décennie du jeu. Il serait temps que le concept de la carrière soit un peu représenté. Je voulais voir aussi comment les voitures lentes de cette époque se comporteraient en jeu. Spoiler, va falloir se montrer très
très patient pour voyager dans l'open world. J'ai eu un petit coup de cœur pour la Ford Model T, bien qu'elle fasse partie des modèles 3D plus récents que j'avais fait, il fallait de toute façon passer au nouveau style de texture pour tous. Surtout concernant le logo Ford sur la calandre qui prenait un nombre de polygones ahurissant. Y avait de quoi en faire un AVC, hein. C'est une voiture que beaucoup de monde connaît, elle a eu une influence gigantesque sur nos vies actuelles en mettant le monde sur roue. Si vous voulez, il y a probablement de meilleurs cours d'histoire sur YouTube concernant cette auto. Bref, revenons à nos polygones. L'ancien modèle était en réalité déjà dans le projet Unity depuis longtemps, mais il était mal exporté, donc on avait des polygones à l'envers. Il s'agit du backface culling, une technique d'optimisation qui n'affiche que le devant du polygone. Par exemple, le vert dans Minecraft n'affiche pas les autres faces du bloc vues de l'intérieur. Si le sens visible des polygones est mal géré, ça peut provoquer des bugs visuels. C'est donc en partie pour ça que j'ai voulu refaire totalement le modèle 3D plutôt que de rectifier l'ancien. Bon, modéliser Duster, ça va, c'est pas le pire truc à faire. Avec l'aérodynamisme, beaucoup de voitures récentes sont assez faciles à modéliser. Mais quand on parle d'une voiture qui date de 1908, à une époque où, je le rappelle, les avions venaient à peine d'être inventés, et les formes sont beaucoup plus complexes. Ajoutez à ça le manque de photos officielles et des différences énormes entre deux exemplaires de ce qui est censé être la même voiture, et on se retrouve avec un modèle 3D qui requiert beaucoup plus de recherche que prévu. Certaines modèles T ont des rétros, d'autres non. Il y a au moins 6 types de carrosseries différents, et c'est une voiture qui a eu en réalité 2 générations, en quelque sorte. Les premières Ford T étaient équipées de lampes à gaz, et beaucoup d'éléments dorés, et les dernières Ford T avaient des phares à incandescence, avec des faces avant totalement différentes. Il faut donc éviter de trop mélanger les différentes versions du modèle, surtout quand on pense que les voitures étaient très artisanale à l'époque, et donc quasiment unique, bien que la Ford T ait été produite en série, ce qui aide un peu. Une fois la forme générale des ailes modélisée, ce qui n'était vraiment pas évident au passage, le reste du modèle était beaucoup plus facile à faire. Et voilà comment on passe de 8480 triangles pour l'ancien modèle à seulement 3764 avec le nouveau style, sans parler de la réduction au strict minimum du nombre de matérials. Par contre, si la modélisation était plus facile, en échange il fallait passer plus de temps sur les textures. Il faut imaginer ça comme un modèle en papier, avec les petites languettes à coller qui tenaient jamais parce qu'on avait que de la UHU. Eh bien, pour dessiner dessus, il faut déplier le modèle, colorier les détails, et ensuite espérer que les détails ne se chevauchent pas bizarrement en repliant le modèle. Pour ceux qui sont un peu paumés, prenez une tablette de chocolat ou un autre emballage alimentaire en papier par exemple, et dépliez-le sans le déchirer, et vous verrez comment ça fonctionne. Le fait de déplier le modèle, ça s'appelle le UV Unwrapping. UV étant grosso modo le système qui gère les textures sur un modèle 3D. Par exemple, pour ceux qui ont déjà fait un skin sur Minecraft, vous dessinez en réalité sur un modèle unwrappé. Alors sauf que ce dépliage il se fait pas tout seul. Alors quand c'est un cube ou une forme simple, ça va, mais pour unwrap toute une voiture avec des formes complexes, là c'est plus chiant. C'est le genre de truc qui prend du temps. C'est long. Ensuite, il faut créer la texture. Ici, aucune formule magique, seulement le côté artistique qui parle, avec encore une fois, beaucoup de recherche. De temps en temps, il faut réajuster l'unwrapping pour que les pixels soient mieux calés sur la face par exemple. J'ai galéré à faire quelque chose de joli surtout pour la même hauteur, et je pense qu'il faudra que je la refasse un jour. Et voici la Ford Model T de 1908, version Racing Life. Et maintenant, faut l'implémenter en jeu. Et pour ça, rien de plus facile. Et oui, notre fameuse conduite, elle prend tout son sens dans ce genre de moment. Alors, évidemment, il faut faire encore un peu de recherche sur les caractéristiques techniques de l'auto, ce qui n'est pas forcément évident, surtout pour l'accélération par exemple. Bah ouais, déjà la voiture n'atteint même pas les 100 km/h. Donc à défaut, je me base sur le temps qu'elle met pour aller à 50. Pour trouver les autres statistiques techniques, c'est assez galère. Comme je disais plus tôt, les exemplaires sont assez uniques, et vu l'époque de sortie de la voiture, il ne reste plus beaucoup de documentation officielle, donc on peut avoir des poids différents selon la source, etc. Les petites annonces aident beaucoup aussi au passage. Une fois que les stats sont entrés, il faut appliquer tous les scripts sur la voiture, mais aussi paramétrer la suspension. Ça tombe bien, le système ne possède que quelques valeurs à paramétrer. Comme c'est une voiture ancienne, je me suis inspiré des vidéos d'époque où l'on voit des modèles T passer sur des boss dont Kim Kardashian serait jalouse. T'as compris le jeu de mots, Vincent? Non. Donc je disais, sur ces vidéos, on voit que les suspensions travaillaient, et que les voitures n'avaient globalement pas d'amortisseur. J'ai voulu retranscrire ça dans le jeu, et ça rend plutôt bien. Ça donne même une personnalité à la voiture, je trouve. Alors, avoir deux voitures, c'est bien, mais la deuxième étant encore plus lente que la première, les joueurs vont vite vouloir retourner au Duster. Alors j'ai fait en sorte de réserver la plupart des courses pour une voiture en particulier. Ça donne
une raison aux joueurs d'être curieux et d'aller voir le garage, mais ça permet surtout de ne pas avoir de problème de conception sur les circuits. Le parcours est déjà compliqué pour le Duster, alors si en plus on retire 90% de la puissance, bah là ça devient physiquement impossible. Maintenant qu'on a abordé les gros sujets, je vais faire une courte liste des trucs divers et variés que j'ai fait. J'ai essayé d'améliorer le son du moteur en mettant un son différent à l'accélération par rapport à quand on est au régime de ralenti. C'est toujours à chier par contre, hein. Le système de couleurs est amélioré. Au lieu d'avoir une texture complète par couleur, on prend une texture des détails, donc plastique, logo, vitre, que l'on applique par-dessus la couleur de notre choix, avec possibilité de choisir la couleur en temps réel dans l'éditeur. Avant, pour respawn la voiture, il fallait qu'elle ne bouge plus du tout. Maintenant, il y a une tolérance, mais aussi un cooldown pour éviter de spammer le respawn et faire décoller la voiture. La voiture se répare aussi, sauf quand on est en pleine course. Dans ce cas, la voiture réapparaît juste au dernier checkpoint. J'ai refait une caméra poursuite, moi-même. Celle de la 003 était adaptée d'un tuto internet, mais elle était beaucoup trop molle. Du coup, j'ai repris la caméra quasiment de zéro, j'ai rajouté des petites vibrations et d'autres petits effets pour donner un effet de vitesse, ce qui est très important surtout quand on a des voitures lentes comme la Ford Model T, et ça contribue à un bien meilleur ressenti sur la conduite, surtout en dérapant. J'ai réajusté l'éclairage d'ambiance qui change selon l'heure de la journée, pour que la nuit soit très sombre contrairement à la 003. J'ai optimisé la map en activant le GPU Instancing. Ça sert à ce que l'ordi groupe les objets utilisant des matériels identiques en un seul modèle 3D à charger d'un coup. Je teste souvent le jeu avec plus de 100 voitures simultanées sur la map pour tester l'optimisation. Il y avait un gros lag quand toutes les voitures tournaient en même temps. C'était très probablement dû au nombre de modèles 3D qui bougent et pivotent en même temps. Donc maintenant, si la voiture est assez loin, on arrête de faire pivoter les roues. Dans le menu personnalisation, les boutons de couleurs sont automatiquement créés par le jeu en fonction de la liste de couleurs pour la voiture. J'ai bloqué la personnalisation pour la Ford Model T, car quand on applique les stats, ça change le fichier de la voiture par un fichier custom, qui contient les mêmes données de couleurs et de textures à appliquer que pour le Duster. Globalement, ça met les textures, les couleurs et la caméra d'un Dacia Duster sur la Ford Model T. Bon, du coup, ça marche pas. J'ai eu la flemme de corriger ça parce que c'est juste une fonctionnalité pour tester les physiques. C'est pas une fonctionnalité qui sera dans le jeu final. J'ai changé le calcul automatique de l'accélération. En dessous de 100 km/h de Vmax, le jeu calcule l'accel requise pour aller de 0 à la Vmax. Et le nouveau calcul, c'est une équation, en quelque sorte du reverse engineering, et non pas un code qui estime approximativement une accélération. Désormais, c'est donc plus précis, voire même parfaitement calculé du premier coup, au lieu de devoir faire plusieurs fois le calcul avant d'arriver à quelque chose de similaire. Ouf! Bon, je crois que c'est bon. Et voilà comment j'ai réussi à développer la version Alpha 0.0.4 de Racing Life. Bon, il est temps d'enfin conclure cette vidéo plus longue que prévu, hein. Déjà, ça a été plus court à développer par rapport à ce que je pensais, sachant que l'objectif de base, c'était de sortir la version avant le 31 décembre 2024, on y est largement parvenu. C'est la première fois que j'avais le sentiment de faire un réel progrès dans le développement, peut-être aussi parce que pour la première fois, j'ai développé d'autres fonctionnalités que les physiques de conduite. L'expérience que j'ai acquise m'a permis de tout coder moi-même, à part la sauvegarde. Mais sinon, le contre-la-montre, la vue FPS, la nouvelle caméra poursuite, tout a été fait 100% maison. Coder est redevenu un plaisir pour moi, et même si certains bugs ou petits changements sont un vrai casse-tête à mettre en place, la satisfaction dépasse largement la frustration. Et mine de rien, pour la première fois, on a quelque chose qui ressemble à un jeu. Bon, il y a encore 95% du développement qui reste encore à faire, mais au stade actuel, c'est jouable. Et ça rapporte encore plus de satisfaction. Tout en sachant que, visiblement, vous appréciez le projet, donc ça me motive encore plus à faire le jeu de mes rêves, que je fais pour moi-même, avant tout. Et pour être tout à fait honnête, la version Alpha 0.0.4 avait pris plus de temps par rapport au rythme de développement, et tout ça à cause du devlog précédent. Il s'agissait en effet de la vidéo la plus travaillée de ma chaîne et j'espère que ça s'est un petit peu vu. Dans tous les cas, je regrette pas de l'avoir sorti du tout, parce qu'au-delà de raconter mon histoire, ça a permis à plus de monde que prévu de découvrir mon projet, et ça c'est super. Et puis merci à Vincent Roro pour les conseils sur les miniatures, ça a probablement joué sur le succès de la vidéo. Et voici le moment où l'on regarde l'avenir, et c'est là que ça commence à devenir de plus en plus flou. Surtout parce que je sais pas
trop dans quel ordre implémenter les éléments de la carrière, par exemple. Ce qui est sûr à 100%, c'est que je vais développer des adversaires contrôlés par ordinateur dès la prochaine version. Et enfin me mettre sérieusement à développer et créer l'open world. Évidemment, sans oublier de corriger les bugs et ajouter potentiellement des mini-features demandés par certains joueurs. Donc, à quoi 0.0.5 ? Ben, aucune idée. Je dois d'abord faire des recherches avant de faire n'importe quoi. Comme d'habitude, je garde mon idée de faire en sorte que tout puisse être édité facilement. Je suis pas forcément le mieux renseigné sur comment les adversaires fonctionnent d'un côté de développement. J'ai une idée assez floue concernant leur fonctionnement, donc je pourrais être surpris de certaines techniques. Le but étant de regarder plusieurs tutoriels différents et qu'ensuite j'essaie de m'en inspirer pour faire mes propres voitures contrôlées par ordinateur. Bref, n'hésitez pas à télécharger et à jouer à la version Alpha 0.0.4 en attendant, et partagez vos meilleurs temps ou vos meilleurs fails. Ça me fera un petit peu rire de voir à quel point vous vous plantez sur le parcours notamment. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à plus!